Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Voici le sommaire de cette édition. Les partenaires au développement des communes après l'étape du Koufo se sont retrouvés à Commet pour réfléchir ensemble sur le développement du département du Mono. Vous suivrez le compte-rendu dans ce journal. Démarrage ce matin à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette du procès de l'opposante Rekia Madougou et de ses 5 co-accusés. Nous en parlerons dans ce journal. En actualité, après avoir menacé de sanctionner lourdement la Russie en cas d'invasion de l'Ukraine, Joe Biden a réitéré son soutien à son homologue ukrainien au cours d'un appel téléphonique. Voilà pour le sommaire. Madame, Monsieur, bienvenue. Merci de votre fidélité. Je vous l'annonçais en titre, après le Koufo, les partenaires au développement des communes du Mono se sont retrouvés à Commet pour scruter ensemble de nouvelles horizons pour le développement de ce département. Le point avec Jonas Bouchi. C'est sous le regard du préfet Bienvenu Milorin que les divers acteurs du développement du Mono se sont retrouvés pour synchroniser les efforts dans le combat pour le mieux-être des populations de ce département. Le porte-parole des partenaires, Yaovi Raymond Aïssan, a rappelé au démarrage de la séance toute l'importance de cette synergie d'action. Cette occasion constitue pour nous, et notamment pour les partenaires, de mieux collaborer avec les mairies et permet aussi aux communes de se rendre compte de ce qu'aucune commune ne peut se développer sans les partenaires. C'est la main dans la main que nous pouvons faire face au développement qui refuse d'être singulier, mais plutôt pluriel. Le directeur départemental du plan et le préfet du Mono ont insisté à leur tour sur la nécessité pour les maires de prendre activement part à cette assise. L'organisation du FOPAD, ce n'est pas seulement la préfecture et la direction départementale du développement, ni les partenaires au développement. C'est aussi la chose des mairies, et fondamentalement pour les mairies. C'est également pour nous un lieu de proposition, où chaque mairie vient avec des projets pour les présenter aux partenaires afin que ces derniers puissent voir dans la mesure du possible comment les inscrire dans leur plan de travail. Et donc, nous devons venir ici avec non seulement nos difficultés, mais également nos visions prospectives, nos projets d'avenir, afin de faire le plaidoyer nécessaire pour mobiliser les partenaires autour de nos différents projets. État des lieux et perspectives de la collaboration entre les mairies du Mono et les organisations de la société civile, tel a été le thème central de l'édition 2021 du Forum des partenaires au développement du Mono. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette juge depuis ce matin l'opposante Rekia Madougou arrêtée depuis le mercredi 3 mars 2021 pour financement du terrorisme, association de malfaiteurs et d'abus de fonction. L'ancienne ministre de la Justice du Bénin et conseillère du président Foya Singbe, candidate recalée à l'élection présidentielle contestée d'avril 2021, est jugée avec 5 co-accusés. Il s'agit de Georges Sakazi, Mama Touré Ibrahim, Bio Draman Tidjani, Mama Bio Amadou Tidjani et Bassiré Mora Mohamed. Le procès est toujours en cours avec l'audition des accusés à la barre. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La communauté universitaire béninoise a reçu hier la visite de l'ancienne présidente de la République de l'île Maurice, Amina Gurib Fakim, a eu à échanger avec les universitaires, surtout la gente féminine, une séance qui a permis de motiver les étudiantes et femmes universitaires à plus d'engagement. Frédéric Espoir Roumambou pour le compte-rendu. C'est le recteur de l'université d'Abomey-Calavi qui va planter le décor des allocutions pour cette séance d'échange. Félicien Avlessi, dans ses mots de bienvenue, trouvera que l'ancienne présidente de l'île Maurice est chez elle en terre béninoise à double titre. Et sans que cela ne relève d'une rhétorique facile, je peux légitimement me permettre de vous dire qu'ici au Bénin, vous êtes parmi les vôtres sur la terre des Amazones.
Vous n'êtes pas non plus étrangère dans un amphithéâtre comme celui-ci où nous sommes réunis. Il va servir de cadre tant pour la cérémonie de distinction que pour votre message destiné aux femmes. Sidéré par le palmarès de l'illustre hôte, le ministre de l'Enseignement supérieur revient ici sur quelques-uns des nombreux lauriers de l'ancienne présidente. Le professeur Amina a également reçu, au nombre des nombreuses distinctions, un prix d'excellence de la pharmacopée américaine, ça n'a pas été dit. Elle a reçu également un prix d'excellence Norman Farnsworth en recherche botanique. Et je pense bien que vous avez bien su pointer l'aspect concernant le docteur, le grade de docteur honoris causa de l'université Pierre et Marie Curie de Paris. En prenant la parole, Amina Gourib Fakim va de son côté attirer l'attention sur sa vie de famille modeste dont elle est issue avant d'éclore au grand jour un de ses jours. La fille et le garçon, ils sont aussi équipés pour étudier, pour faire dans les sciences. L'approche peut être différente, mais le potentiel qu'une fille fasse bien dans les sciences, c'est déjà un apport très fort. Deuxième leçon, c'est qu'il nous faut ses pères, il nous faut ces messieurs, ses oncles, ses grands-pères, qui sont là, derrière la fille, pour lui dire qu'elle peut faire n'importe quoi, parce qu'elle peut faire n'importe quoi. Elle a l'intelligence de faire n'importe quoi. Alors vous les filles devant moi aujourd'hui, dites fort, nous sommes capables de faire tout. Allez, dites-moi. Voilà. Au vu de ces nombreuses expériences accumulées, elle n'a pas manqué d'appeler la jeunesse africaine en général et celle béninoise à l'entrepreneuriat. Il faut que les jeunes arrivent à devenir des entrepreneurs, à créer des emplois et comme ça, ils créent l'écosystème, ils créent des entreprises pour recruter d'autres jeunes. Et l'avenir de ce continent va se reposer sur l'entrepreneuriat. Et vous avez un très beau modèle, vous avez un président qui a été entrepreneur. Pour Amina Gourib Fakim, l'Afrique est l'avenir du monde et les dirigeants actuels doivent le savoir et travailler pour cela. Et il faut que nous, les acteurs de ce continent, travaillent ensemble pour créer cette Afrique de demain et cette Afrique où l'espoir est permise. Parce que croyez-moi, c'est le continent d'avenir. C'est le continent, il fera bon vivre, il fait déjà bon vivre. Nous avons beaucoup de richesses à ce continent. Des expériences qui méritent d'être comptées aux générations à venir, surtout aux parents qui n'aiment pas envoyer leurs filles à l'école. Le délai de conservation des corps à la morgue du CNHU de Cotonou est désormais fixé à 21 jours au maximum. Ainsi en a décidé le directeur de cet hôpital à travers une note de service. La décision vise une meilleure gestion de l'espace disponible dans cette morgue. Quelques citoyens se prononcent sur la dite décision. Moi, je ne peux pas dire que je sais mieux que tous ceux qui ont pensé ce délai-là. Relativement, ça ne suffit même pas pour faire des conciliabules. Ne serait-ce que peut-être dans un délai de 6 mois ou au plus 2 mois, même si je n'ai rien, j'aurais voulu, puisqu'on n'enterre pas son parent 2 fois, donner l'hommage à mon géniteur, ne serait-ce qu'en mobilisant les petits moyens que cela nécessite. Les gens aussi font la pagaille. Il y a d'autres personnes, quand ils déposent leur illustre disparu, ils ne sont plus à ce que quelque chose soit. Et parfois, ces cas-là sont les cas qui sont plus lésions que ceux que nous constatons, les familles réelles qui viennent en disposer. Donc je pense que l'avis de la population ne saurait changer une décision qui est prise. Nous ne savons jamais, peut-être dans l'exercice de l'implémentation de cette décision, si cela demande une révision, les gouvernants seront quand même flexibles pour pouvoir revenir. Moi, je vois que c'est une bonne décision. C'est vrai que ce ne serait pas bon pour tout le monde, mais quant à moi seul, moi je tire le chapeau au gouvernement. Parce que qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Les gens attendent le décès de leurs parents avant qu'on sache qu'ils ont de l'argent. Peut-être le parent qui est laissé à la mort pendant des mois, peut-être il ne trouve même pas à manger. Peut-être il est dans une case en banco ou bien en clé. Et c'est après le décès maintenant qu'on va le mettre à la morgue. Et il va faire peut-être 3 mois, 6 mois. C'est maintenant qu'on va construire, on va construire maison en dalle.
pour dire que c'est là qu'on va mettre le corps. Pourquoi de son vivant, vous n'avez pas fait ça? Même 3 semaines que le gouvernement fait, si on peut encore diminuer les 3 semaines, moi ça me ferait plaisir. La mort de Sénat du Mankangaï. Parce que c'est pas toutes les familles qui sont prêtes à enterrer leur cadavre. La décision que le gouvernement prend là, c'est une bonne décision. Parce que à cause de ça, les gens vendent des terrains, tout ce qu'on ne vend pas, on vend. Pour faire enterrement. Pour payer pour les enfants à l'école là, on ne trouve pas. Aujourd'hui, je suis évangélique, mais je pourrais baptiser musulman. Parce que si tu as des homélias dans ta maison, si ton papa est décédé, si tu n'étais pas là, si tu es en France, on t'appelle, tu ne viens pas, on fait tout derrière toi. Hors du Bénin, Emmanuel Macron espère imposer au nouveau chancelier sa vision de l'Europe. La visite de Olaf Scholz intervient au lendemain d'une conférence de presse au cours de laquelle le président français a présenté la feuille de route de son mandat présidentiel à la tête du Conseil de l'Union européenne. Une mission qui devra assumer pour une durée de 6 mois à compter de janvier prochain. Les précisions avec nos confrères de RT France. S'il fallait résumer en une phrase l'objectif de cette présidence, nous devons passer d'une Europe de coopération à l'intérieur de nos frontières à une Europe puissante dans le monde, pleinement souveraine, libre de ses choix et maître de son destin. Et c'est ça l'objectif. C'est avec ces mots qu'Emmanuel Macron a révélé ses objectifs pour la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Le chef de l'État, qui doit à présent jongler avec une double casquette, annonce ainsi le fil rouge de son mandat européen. À partir du 1er janvier 2022, nous aurons à vivre ce temps dans un moment particulier que je veux qualifier ici avant que nous n'entrions dans le fond de cette présidence. Celui d'abord d'une crise sanitaire qui se poursuit, qui nous a durement frappés depuis près de 2 ans. Celui évidemment du bouleversement climatique, de la révolution numérique, d'inégalités mondiales croissantes, d'enjeux migratoires exacerbés par les manipulations de certains États, de tentatives de déstabilisation de nos démocraties et de montée de tensions jusque dans notre voisinage le plus direct. Et ce moment exige de nous, à cet égard, plus d'efficacité, plus d'affirmation, plus d'autonomie, plus d'indépendance. Et il dit, je crois, avant toute chose, le besoin de nous unir, nous, Européens. Une unité européenne qu'Emmanuel Macron imagine sous plusieurs formes. Outre un service civique de 6 mois pour les jeunes, ou encore une meilleure compétitivité industrielle entre nations, le président du Conseil européen fraîchement investi s'est proposé de relever le défi migratoire qui se cristallise actuellement sur la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Cela se traduit par un renforcement des frontières qu'Emmanuel Macron détaille en 2 parties. La première, ce sera la mise en place d'un pilotage politique de Schengen, de pouvoir avoir des réunions régulières, de prendre des décisions politiques, de pouvoir renforcer les contrôles aux frontières et d'avoir une politique cohérente de maîtrise de nos frontières extérieures. Deuxièmement, souhaitons porter la création d'un mécanisme de soutien d'urgence aux frontières en cas de crise. Quand un État membre doit soudainement faire face à une crise qui exige de renforcer le contrôle aux frontières extérieures de notre Union, comme nous l'avons vécu encore une fois récemment, il doit pouvoir compter sur l'appui de Frontex, agence commune dont c'est la vocation, mais également le renfort solidaire des États membres en policiers, gendarmes comme en matériel. Le message est clair, un des objectifs d'Emmanuel Macron est de développer une protection militaire aux frontières de l'Union européenne. À l'heure où l'Europe et notamment le conflit ukrainien polarisent à nouveau les attentions à l'international, Macron se sent pousser une nouvelle casquette, celle d'un chef d'état-major avec en sous-texte un message envoyé au Kremlin. Cette présentation était aussi l'occasion pour le président de dévoiler ses objectifs sur le numérique, la déforestation ou encore la relance de la croissance de l'après-Covid-19. Des défis qu'Emmanuel Macron devra relever en même temps qu'une potentielle candidature à la présidence française. Un sujet qu'il a soigneusement évité à plusieurs reprises.
Le bras de fer se poursuit entre la France et le Royaume-Uni au sujet de la pêche post-Brexit. Les négociations autour de ce dossier qui empoisonne les relations entre les deux pays sont censées se terminer aujourd'hui selon l'ultimatum fixé par Bruxelles. Mais Londres rejette cette échéance. Pendant ce temps, Paris accuse les Britanniques de mauvaise foi et menace de porter le dossier devant la justice européenne. En voici les précisions. Alors que l'ultimatum de la Commission européenne prend fin ce vendredi, Londres s'arroge le droit de ne pas reconnaître cette échéance après que la ministre française de la Mer, Annick Girardin, ait haussé le ton et menacé d'aller au contentieux. Si toutes les licences n'étaient pas accordées demain soir, la France demandera la réunion du Conseil de partenariat pour constater le non-respect de sa signature par le Royaume-Uni. C'est là aussi que peuvent se décider des sanctions. C'est la Commission qui portera le contentieux et les mesures de rétorsion si elles devaient être mises en application. Un dernier avertissement de la part d'un ministère excédé par l'enlisement de ce qu'on appelle désormais la guerre de la pêche. Des tensions entre Français et Britanniques qui durent depuis 11 mois et l'accord du Brexit signé entre Londres et Bruxelles. Ce dernier stipule que les pêcheurs européens peuvent continuer à travailler dans les eaux britanniques à condition de pouvoir prouver qu'ils y pêchaient auparavant. Si un millier de travailleurs français a déjà pu obtenir une licence, une centaine réclament encore le droit de reprendre la mer, droit qui leur est refusé malgré l'envoi des papiers demandés par Londres. Les Britanniques, usant, selon la ministre de la Mer, de manœuvres dilatoires pour retarder leur agrément. Un blocage bureaucratique qui dure, mais sur lequel le Royaume-Uni, de son côté, assure travailler sans relâche pour résoudre les problèmes. Bloqués à quai, certains pêcheurs français se sentent de plus en plus paralysés par l'attentisme de Londres, qui n'entend pas se voir dicter sa conduite par une Europe qu'elle a choisi de quitter. À l'heure qu'il est, tous les regards se tournent vers Downing Street, dans l'attente d'une réponse qui pourrait mettre fin à cette énième crispation diplomatique et commerciale entre les deux pays. Aux États-Unis, Joe Biden invite ses concitoyens à recevoir leur dose de rappel du vaccin Pfizer, y compris les adolescents. Le président américain se félicite du résultat de la campagne vaccinale. Il assure que 3 doses de Pfizer sont efficaces contre le variant Omicron. Suivez ce reportage. Nous avons reçu des nouvelles encourageantes de Pfizer hier. Des études de laboratoire préliminaires ont indiqué que 3 doses du vaccin Pfizer protègent contre le variant Omicron. Nous voyons de plus en plus d'Américains le faire, 50 millions. 50 millions de personnes ont maintenant reçu leur dose de rappel. Et nous effectuons ces rappels à un rythme record, environ 1 million de personnes par jour. Et l'Amérique fait des progrès. 200 millions de personnes ont été vaccinées et plus d'enfants ont été vaccinés que dans n'importe quel autre pays du monde. Vous venez plutôt de suivre un extrait des propos du président Joe Biden. En Russie, après avoir menacé de sanctionner lourdement la Russie en cas d'invasion de l'Ukraine, Joe Biden a réitéré son soutien à son homologue ukrainien au cours d'un appel téléphonique. Moscou, de son côté, dénonce toujours toute intention d'hostilité. Suivez. Moscou appelle Kiev à respecter les accords de Minsk. C'est la déclaration de la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, lors de son briefing hebdomadaire. Pour elle, les négociations sur un règlement pacifique de la crise ukrainienne sont actuellement dans l'impasse. Je vous propose d'écouter. La mission spéciale d'observation de l'OSCE constate le transfert d'armes lourdes par Kiev vers l'est du pays, notamment d'artillerie de gros calibre et de véhicules blindés. L'utilisation de drones se poursuit. Récemment, l'Union européenne s'est jointe au processus de militarisation de l'Ukraine. Le 2 décembre, le Conseil de l'Europe a décidé d'allouer 31 millions d'euros pour une assistance technico-militaire à l'armée ukrainienne. Cette décision ne contribue en aucune manière à la paix dans le Donbass. La situation en Ukraine a été discutée lors de la rencontre par visioconférence entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Joe Biden le 7 décembre. Lors de ce sommet bilatéral virtuel, Joe
Biden a fait savoir que Moscou s'exposerait à de fortes sanctions, entre autres économiques, en cas d'escalade militaire autour de l'Ukraine, selon un communiqué de la Maison-Blanche. Moscou a balayé à plusieurs reprises les rumeurs sur des préparatifs d'invasion de l'Ukraine, tout en rappelant qu'elle prenait des mesures pour assurer sa sécurité si nécessaire. Le chef d'état-major de l'armée russe, Valery Gerasimov, a dénoncé le 9 décembre la multiplication des activités de l'OTAN aux frontières de la Russie et a qualifié de mensonges les accusations relayées dans les médias quant à la prétendue volonté de Moscou d'envahir l'Ukraine. Madame, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bon week-end à vous en compagnie de nos programmes.